L'homme était né libre et partout il est dans les fers. Cette phrase, écrite il y a plus de 250 ans par Jean-Jacques Rousseau, résonne encore aujourd'hui comme un cri d'alarme. Comment se fait-il que, malgré nos avancées technologiques, politiques et sociales, nous nous sentions parfois encore prisonniers de systèmes qui nous dépassent? Et si la clé pour comprendre cette tension entre liberté et oppression se trouvait dans un livre vieux de plusieurs siècles? Jean-Jacques Rousseau, l'un des grands penseurs des Lumières, a marqué l'histoire de la philosophie politique avec son ouvrage Du contrat social, publié en 1762. À une époque où les monarchies absolues dominaient en Europe, Rousseau a osé imaginer une société fondée sur la souveraineté populaire, où le pouvoir émanerait du peuple et où chaque individu serait à la fois libre et responsable. Mais attention, Rousseau n'est pas un simple rêveur idéaliste. Son œuvre est une critique acerbe des systèmes politiques de son temps, mais aussi une proposition audacieuse pour repenser les fondements de la société. Pour lui, la liberté n'est pas un droit acquis, mais un combat constant contre les forces qui cherchent à nous asservir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de plonger dans les idées de Rousseau, de décortiquer son fameux contrat social, et surtout de le critiquer à travers le regard d'un philosophe moderne. Parce que oui, si Rousseau a eu des intuitions géniales, mais certaines de ses idées méritent d'être questionnées, surtout à l'aune des enjeux politiques et sociaux du XXIe siècle. Alors, prêts à explorer les limites de la liberté, à débattre de la souveraineté populaire et à se demander si le contrat social de Rousseau est encore pertinent aujourd'hui, c'est parti. Rousseau commence son ouvrage avec une idée forte. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Pour lui, à l'état de nature, l'homme est libre, indépendant et guidé par ses instincts. Mais en entrant en société, il perd cette liberté naturelle au profit de contraintes sociales, politiques et économiques. Cependant, Rousseau ne prône pas un retour à l'état de nature. Au contraire, il propose une solution, le contrat social. Ce contrat permet aux individus de passer de la liberté naturelle, où chacun fait ce qu'il veut, à la liberté civile, où chacun obéit à des lois communes. Cette liberté civile, bien que limitée, est plus élevée car elle permet à l'homme de vivre en société tout en préservant une forme de liberté collective. Au cœur du contrat social, il y a l'idée de souveraineté populaire. Pour Rousseau, le pouvoir ne doit pas appartenir à un roi ou à une élite, mais au peuple lui-même. Le peuple est souverain, et c'est lui qui doit décider des lois qui régissent la société. Mais attention, Rousseau distingue deux concepts clés. La volonté générale, c'est l'intérêt commun, ce qui est bon pour l'ensemble de la société. Elle n'est pas la simple somme des volontés individuelles, mais une expression collective qui vise le bien commun. La volonté particulière, ce sont les intérêts égoïstes de chaque individu qui peuvent entrer en conflit avec l'intérêt général. Pour Rousseau, une société juste est celle où les citoyens agissent selon la volonté générale, même si cela signifie renoncer à certains de leurs désirs personnels. Le pacte social est l'accord fondamental qui unit les membres d'une société. Rousseau le décrit comme un échange. Chaque individu renonce à sa liberté naturelle, faire ce qu'il veut, en échange de la liberté civile, vivre sous des lois communes. Ce pacte repose sur trois principes. L'égalité. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. La liberté. Chacun conserve sa liberté civile, c'est-à-dire le droit de participer à la création des lois. La communauté. Les individus forment un corps politique uni, où l'intérêt commun prime sur les intérêts particuliers. Rousseau insiste sur le fait que ce pacte n'est pas un contrat entre un peuple et un gouvernement, mais entre les citoyens eux-mêmes. Le gouvernement, selon lui, n'est qu'un exécutant de la volonté générale. Rousseau est souvent considéré comme un défenseur de la démocratie directe. Il critique les systèmes représentatifs où les citoyens délèguent leur pouvoir à des élus. Pour lui, la véritable démocratie implique que les citoyens participent directement à la prise de décision. Cependant, Rousseau reconnaît que la démocratie directe a ses limites. Elle est difficile à mettre en place dans de grands États.
et elle exige un haut niveau de vertu civique de la part des citoyens. Il propose donc des solutions intermédiaires, comme des assemblées populaires ou des systèmes de délégation contrôlés. Enfin, Rousseau met en garde contre les dérives du pouvoir. Il souligne que tout gouvernement, même démocratique, peut devenir tyrannique s'il ne respecte pas la volonté générale. Pour lui, la clé d'une société juste réside dans la vigilance des citoyens et leur engagement constant envers le bien commun. Si ces concepts sont brillants, ils soulèvent aussi des interrogations et des critiques. Est-il vraiment possible de définir une volonté générale? La démocratie directe est-elle réaliste dans nos sociétés modernes? Et surtout, le contrat social de Rousseau ne risque-t-il pas d'écraser les libertés individuelles au nom du collectif? L'idée de volonté générale est centrale chez Rousseau, mais elle soulève plusieurs problèmes. Une notion floue. Comment définir concrètement la volonté générale? Rousseau la décrit comme l'intérêt commun, mais dans la pratique, il est difficile de déterminer ce qui est vraiment bon pour tous. Les sociétés modernes sont composées de groupes aux intérêts divergents, classes peu sociales, minorités, etc. La volonté générale ne risque-t-elle pas de devenir l'intérêt de la majorité au détriment des minorités? Isaiah Berlin, dans Deux conceptions de la liberté, critique l'idée d'une liberté collective qui pourrait justifier l'oppression des individus au nom du bien commun. Le risque de totalitarisme. En insistant sur la primauté de la volonté générale, Rousseau ouvre la porte à des dérives autoritaires. Si l'État ou le gouvernement prétend incarner la volonté générale, il peut justifier des mesures oppressives au nom de l'intérêt commun. Les régimes totalitaires du XXe siècle, comme le fascisme ou le communisme stalinien, ont souvent invoqué l'idée de bien commun pour justifier leurs exactions. Rousseau défend une démocratie directe où les citoyens participent activement à la prise de décision. Mais cette vision est-elle applicable dans nos sociétés modernes? Problème d'échelle. Dans les petits États, comme la Cité-État de Genève, qui a inspiré Rousseau, la démocratie directe est envisageable. Mais dans des nations de plusieurs millions d'habitants, comment organiser des assemblées populaires efficaces? Les démocraties modernes, comme la France ou les États-Unis, reposent sur des systèmes représentatifs précisément parce que la démocratie directe est difficile à mettre en œuvre à grande échelle. La compétence des citoyens. Rousseau suppose que les citoyens sont capables de comprendre les enjeux complexes de la politique et de prendre des décisions éclairées. Mais dans la réalité, beaucoup de gens manquent beaucoup de temps, d'éducation ou d'intérêt pour s'engager pleinement dans la vie politique. Joseph Schumpeter, dans Capitalisme, socialisme et démocratie, critique l'idéalisation de la démocratie directe et défend une vision plus réaliste de la démocratie comme compétition entre élites. Rousseau part du principe que les hommes, une fois libérés de la corruption sociale, agiront naturellement pour le bien commun. Mais cette vision est-elle réaliste? L'égoïsme humain. Contrairement à Rousseau, des penseurs comme Thomas Hobbes voient l'homme comme fondamentalement égoïste et conflictuel. Pour Hobbes, sans un pouvoir fort pour maintenir l'ordre, la société sombrerait dans le chaos. Hobbes, dans le Léviathan, décrit l'état de nature comme une guerre de chacun contre chacun. Le rôle des passions. Rousseau sous-estime peut-être l'influence des passions humaines, ambition, jalousie, peur, sur la politique. Dans la réalité, les intérêts particuliers et les luttes de pouvoir jouent un rôle majeur dans les décisions politiques. Les scandales de corruption ou les conflits d'intérêts dans les démocraties modernes montrent que la vertu civique n'est pas toujours au rendez-vous. En insistant sur la primauté de la volonté générale, Rousseau minimise les risques de tyrannie de la majorité, l'écrasement des minorités. Si la majorité impose sa volonté au nom de l'intérêt commun, les droits des minorités, ethniques, religieuses, politiques, peuvent être ignorés ou violés.
Alexis de Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, met en garde contre la tyrannie de la majorité et souligne l'importance de protéger les droits individuels. La liberté individuelle sacrifiée. Pour Rousseau, la liberté civile prime sur la liberté naturelle. Mais ne risque-t-on pas de sacrifier les libertés individuelles, comme la liberté d'expression ou de conscience, au nom du collectif? Dans certaines démocraties, des mesures sécuritaires ou sanitaires, comme les confinements pendant la pandémie de Covid-19, ont été critiquées pour leur impact sur les libertés individuelles. Rousseau rejette la représentation politique, qu'il voit comme une aliénation de la souveraineté populaire. Mais est-ce vraiment une solution viable? Dans des sociétés aussi complexes que les nôtres, il est difficile d'imaginer une gouvernance sans représentants. Les citoyens ne peuvent pas être experts en économie, en diplomatie, en santé publique, etc. Max Weber, dans Le savant et le politique, souligne la nécessité d'une bureaucratie et de représentants compétents pour gérer les affaires publiques. En rejetant toute forme de représentation, Rousseau ouvre la porte à des mouvements populistes qui prétendent incarner directement la volonté du peuple, souvent au détriment des institutions et de l'état de droit. Ces critiques ne remettent pas en cause la grandeur de la pensée de Rousseau, mais elles montrent que ces idées doivent être adaptées aux réalités de notre époque. Alors, comment concilier les aspirations de Rousseau avec les défis des sociétés modernes? Rousseau, avec son insistance sur la souveraineté populaire et la démocratie directe, inspire encore aujourd'hui des mouvements qui cherchent à renforcer la participation citoyenne. Dans plusieurs pays, des expériences de démocratie participative ont été mises en place, comme les conventions citoyennes pour le climat en France. Ces initiatives rappellent l'idéal rousseauiste d'une société où les citoyens prennent directement part aux décisions politiques. La Convention citoyenne pour le climat, 2019 à 2020, a permis à 150 citoyens tirés au sort de proposer des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Des mouvements comme Occupy Wall Street ou Nuit debout revendiquent une démocratie plus directe et une meilleure représentation des citoyens. Ces mouvements s'inscrivent dans la lignée de Rousseau, en critiquant les élites politiques et en appelant à une plus grande implication du peuple. Cependant, ces initiatives posent aussi des questions. Comment garantir que ces assemblées ou mouvements représentent réellement la volonté générale et non pas seulement des intérêts particuliers ou des minorités actives? Rousseau était très critique envers la représentation politique, qu'il voyait comme une aliénation de la souveraineté populaire. Aujourd'hui, cette critique trouve un écho dans la défiance croissante envers les élus et les institutions. Des leaders populistes comme Donald Trump aux États-Unis ou Marine Le Pen en France exploitent cette défiance en prétendant incarner directement la volonté du peuple, souvent en rejetant les élites traditionnelles. Ces mouvements, bien qu'ils se réclament de la souveraineté populaire, risquent de dériver vers des formes de démagogie ou d'autoritarisme, ce que Rousseau lui-même aurait critiqué. Les plateformes comme Twitter ou Facebook permettent une participation directe des citoyens au débat public, mais elles posent aussi des problèmes de désinformation, de polarisation et de manipulation. Comment concilier l'idéal rousseauiste d'une démocratie directe avec les réalités d'un monde numérique où l'information est souvent biaisée ou fragmentée? Rousseau insiste sur la primauté de la volonté générale par rapport aux intérêts individuels. Cette tension entre collectif et individuel est au cœur de nombreux débats modernes. Pendant la pandémie de Covid-19, des mesures comme les confinements ou les obligations vaccinales ont été justifiées par l'intérêt commun, protéger la santé publique. Cependant, elles ont aussi été critiquées pour leur impact sur les libertés individuelles. Jusqu'où peut-on sacrifier les libertés individuelles au nom du bien commun? Rousseau aurait-il soutenu ces mesures ou les aurait-il vues comme étant une forme de tyrannie? Des politiques comme la redistribution des richesses ou les quotas pour les minorités visent à promouvoir l'égalité et l'intérêt commun. Mais elles sont souvent critiquées par ceux qui y voient une atteinte à leurs droits individuels, par exemple, la liberté de disposer de ses biens. John Rawls, dans Théorie de la justice, propose une vision moderne de l'équilibre entre justice sociale
et liberté individuelle, en dialogue avec les idées de Rousseau. Rousseau pensait en termes de cité-État ou de nations relativement petites. Mais dans un monde globalisé, comment appliquer ces idées à des enjeux transnationaux? La lutte contre le réchauffement climatique exige une coopération internationale, mais les États-nations ont souvent des intérêts divergents. Comment définir une volonté générale à l'échelle mondiale? Les accords de Paris sur le climat 2015 tentent de concilier les intérêts nationaux avec l'intérêt commun de l'humanité, mais leur mise en œuvre reste difficile. Les mouvements de population posent des questions complexes sur la souveraineté nationale et les droits des migrants. Pour Rousseau, le contrat social repose sur une communauté unie. Mais comment intégrer des populations étrangères sans menacer cette unité? Les idées de Rousseau peuvent-elles nous aider à penser une citoyenneté plus inclusive ou risquent-elles de justifier des politiques xénophobes au nom de la préservation de la communauté? La pensée de Rousseau, bien que brillante, est à la fois une source d'inspiration et un sujet de débat. D'un côté, ses idées sur la souveraineté populaire, la liberté civile et le contrat social ont influencé des mouvements révolutionnaires et des constitutions démocratiques à travers le monde. Rousseau nous rappelle que le pouvoir doit venir du peuple et que la liberté ne se négocie pas. D'un autre côté, ces concepts comme la volonté générale ou la démocratie directe soulèvent des questions pratiques et philosophiques. Comment appliquer ces idées dans des sociétés modernes, complexes et diversifiées? Ne risquons-nous pas de sacrifier les libertés individuelles au nom du collectif? Et surtout, la vision de Rousseau ne repose-t-elle pas sur une idéalisation de la nature humaine et de la société? En somme, Rousseau nous offre une utopie politique, une société où les citoyens, unis par un contrat librement consenti, vivent en harmonie sous des lois qu'ils ont eux-mêmes créées. Mais est-ce vraiment réalisable ou reste-t-il un rêve inaccessible? Alors, je vous pose cette question. Le contrat social de Rousseau est-il une utopie ou un modèle viable pour nos sociétés modernes? Est-ce que ces idées peuvent donc nous aider à repenser nos démocraties, à les rendre plus participatives et justes? Ou bien, ces concepts sont-ils trop idéalistes, voire dangereux, dans un monde où les intérêts individuels et les inégalités dominent? Cette question n'a pas de réponse simple, et c'est précisément ce qui la rend passionnante. Elle nous invite à réfléchir à ce que signifie vivre ensemble, à la manière dont nous pouvons concilier liberté et égalité, et à la façon dont nous pouvons construire des sociétés plus justes. Maintenant, c'est à vous de jouer. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur Rousseau et son contrat social. Pensez-vous que ces idées sont encore pertinentes aujourd'hui? Voyez-vous des exemples dans le monde actuel où les concepts de Rousseau pourraient s'appliquer? Ou au contraire, pensez-vous que sa vision est trop utopique pour être mise en pratique? Laissez vos réponses dans les commentaires et n'hésitez pas à débattre entre vous. C'est en confrontant nos idées que nous pouvons avancer dans notre compréhension de la philosophie politique. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez approfondir vos connaissances en philosophie politique, je vous invite à explorer d'autres penseurs qui ont marqué l'histoire. Par exemple, vous pourriez découvrir John Locke, qui défend l'idée de droit naturel inaliénable, ou Karl Marx, qui critique les structures sociales et économiques de son temps. Chaque philosophe apporte une perspective unique sur des questions fondamentales. Qu'est-ce que la justice? Comment organiser une société équitable? Quel est le rôle de l'État? N'hésitez pas à me dire en commentaire quels philosophes ou quelles œuvres vous aimeriez que j'aborde dans de futures vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune future analyse philosophique. Et surtout, gardez à l'esprit cette phrase de Rousseau. La liberté est un aliment de bon suc, mais de forte digestion. Réfléchir à nos sociétés et à nos systèmes politiques, c'est un travail exigeant, mais c'est aussi ce qui nous permet de construire un monde meilleur. À très bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques.